Bonjour, mon nom est Sylvain Haché et aujourd'hui je réponds à toutes vos questions. Alors, ma belle gang de malades sur mon site, je voulais faire un webinaire. Je me disais, ok, pour répondre à toutes vos questions en même temps. Et je me suis rendu compte que j'ai des gens de niveau débutant qui viennent d'avoir une guitare, ça fait 2 semaines, puis des professionnels. Good God! Alors, je me rends compte qu'il va falloir qu'on se parle peut-être à différents niveaux. Ça tombe bien que j'ai des niveaux ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture bleue jusqu'à ceinture noire sur mon site. Mais pour aujourd'hui, on répond à toutes vos questions en rafale. Tout ce qui vient sur mon site, c'est anonyme. J'ai pas les noms, sauf sur YouTube. J'ai les noms. Alors, j'ai Fabienne Coppens, ou Coppens, j'imagine que c'est Coppens, qui veut savoir des trucs pour la main droite. Alors, Fabienne, je sais pas si ce que tu veux dire par la main droite, c'est en fait des trucs de strumming ou des trucs comme ça. Alors, je vais te donner les deux. La main droite, c'est la main la plus importante pour le rythme. Tu sais, j'ai des vidéos sur le rythme, comment faire la gratte carrée, la gratte swingée, puis tout ça. Ça, c'est la plus importante. Une notion où les gens ont beaucoup de difficultés à faire bien sonner les accords avec la main droite, c'est la notion de diviser la sonorité des accords entre la basse et les aigus. Un exemple facile, un accord de G. Je vais jouer ça comme un touriste. Un touriste, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, là. OK? Ça serait joué comme un touriste. Qu'est-ce qui se passe si, sur l'accord de Sol, je sépare la basse du reste A de l'accord? C'est tout le temps faux des guitares. OK? Ça, c'est la première chose à faire. S'accorder. Si on prend la basse. C'est la main droite qui décide la différence entre ça et ceci. OK? Le pic doit suivre plusieurs règles, entre parenthèses. La première règle, en officiel, c'est qu'on veut jouer la note de base de l'accord sur le downbeat de chaque mesure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, la basse, 2, 3, 4, la basse, 2, 3, 4, la basse. Et sur le reste de l'accord, le reste de la mesure, on peut jouer le reste de l'accord. Oui, on a le droit de jouer la note de basse encore, mais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Exemple. Au début, c'est très difficile de savoir il est où le pic. Un des bons trucs, c'est d'avoir la main qui touche à la guitare. Peu importe quelle guitare que tu as, ça peut être facile de toucher à la guitare pour avoir des points de repère. Il y en a qui jouent aussi sans le pic. Alors, ça sera à ce moment-là de... On dit le pouce s'occupe des 3 grosses cordes et les 3 dos suivants s'occupent des 3 cordes suivantes. Ils peuvent se déplacer. On attaque les cordes par le dessous avec les doigts et par le dessus avec le pouce. Se faire pousser les ongles, c'est une bonne idée pour exactement ce phénomène-là. Si c'est trop difficile, ce qu'on fait, c'est qu'on commence avec des chansons comme ceci, où c'est juste une séparation entre le pouce et le reste de la main, comme OK, les doigts jouent ensemble et le pouce est séparé. Alors, j'espère que ça répond à ta question, Fabienne. Merci pour ton écoute et bonne pratique. André Fournier, lui, veut un cours sur les pentatoniques. Ça s'en vient, André. Je viens de faire une vidéo de groove en ré dorien. Et je parle des pentatoniques, mais oui, je vais vous les montrer, les 5 positions, ça s'en vient. Je peux mettre les montrer vite une fois tout de suite, mais ça va être un peu rapide. Ça se peut que tu ne comprennes pas tout du premier coup. On va prendre Sol mineur comme exemple. OK? La première, je vais monter la première tout de suite, elle est facile. La première pentatonique, j'imagine que tu le sais déjà.
il y a une ligne droite qui s'installe à partir de la tonique. Si ta tonique est ici en sol, tu prends une ligne droite. OK. Sur la petite corde et la corde suivante, on va avoir 3 frettes plus loin. Les 3 cordes suivantes, c'est 2 frettes d'espace. Et la corde suivante, 3 frettes. Ce qui donne... OK, ça va faire toujours comme ça. Téléphone sonne. On laisse sonner. Ce qui se passe maintenant, André, c'est... Il faut... Si tu veux être libre à l'intérieur des pentatoniques, l'important, c'est de connaître ils sont où les toniques à l'intérieur de ça et chacune des intervalles. Donc, pratique-toi à dire à voix haute avec ta bouche, tonique, tierce mineure, quarte, quinte, septième mineure, octave. On pourrait appeler ça 1, flat 3, 4, 5, flat 7, octave. Ça recommence. Flat 3, 4, une quinte, flat 7, octave et flat 3. Alors, ce qui est important de savoir, c'est cette formule-là. C'est ça la formule des mineurs pentatoniques. On va aussi voir les majeurs pentatoniques, ça s'en vient, mais c'est un cours. Ça va prendre plusieurs vidéos pour l'expliquer en détail. Parce que je ne sais pas exactement à quel niveau que tu te situes par rapport à ça. C'est quelqu'un qui insiste. Mais en tout cas, là, tu es dans mon vidéo, là, parce que là, je suis en train de filmer et tu me parles. Le dérangement au téléphone. Allons-y en sol mineur, André. Tu as 5 positions, tu as 5 notes, donc tu as 5 boîtes. OK? Sol mineur. Partir sur la note sol. Tu vas monter d'une tierce mineure, 3 frettes. Prochaine corde, 2 frettes. Prochaine corde, 2 frettes. Prochaine corde, 2 frettes. Prochaine corde, 3 frettes. Et là au-dessus, 3 frettes. Tout simplement. Je ne sais pas si tu as suivi mes cours sur les accords, mais tu sais que quand un accord finit, l'autre vient s'imbriquer dedans comme ceci. Les pentatoniques, c'est la même chose. Cette première boîte mineure pentatonique, elle a une ligne droite ici, dans sa construction, comme ceci. Le doigt ici est toujours à la première frette. Okay? Et l'autre gamme pentatonique, la fin, elle se termine comme ceci. 3 frettes plus loin, 2 frettes plus loin et 1 frette plus loin. Donc l'autre gamme qui va commencer, elle va commencer exactement en suivant la ligne de fin de l'autre. OK? Tu peux commencer ici avec ton deuxième doigt. Tu vas avoir 2 frettes plus loin. Ensuite, 3 frettes d'espace en suivant notre pattern. 2 frettes. Ensuite, on se déplace. Et on revient. On se ramasse avec... OK. La suite, c'est la même chose. La fin de cette gamme ici, qui fait comme cela, OK, va être le début de l'autre. On s'installe ici. On est rendu à la... Tu commences sur le Do ici. La deuxième frette. Tu vas avoir 2 frettes. 2 frettes. 2 frettes. On déplace la main pour un espace de 3 frettes. On revient dans la 8e case pour un 3 frettes. Et on se déplace avec un 2 frettes. Ça, c'est la prochaine boîte pentatonique. L'autre ici, elle va avoir exactement le même tracé de fin de début de l'autre. André, si tu ne les vois pas bien, dessine-les sur un papier. Je pense que c'est à toi j'ai répondu d'aller trouver des diagrammes sur Google. Tu tapes Pentatonic Shapes. Les formes pentatoniques, il y en a 5. Si tu ne les vois pas bien, en termes de représentation visuelle interne, dessine-les sur un papier. Il faut bien les voir. Si tu veux être libre, faire des solos partout, il faut bien les voir. Et plus tard, il faut aussi qu'on sache ils sont où les toniques. Tu peux les encercler sur ta feuille ou bien les jouer avec un backing track. Tu mets G minor backing track, G avec un petit M, backing track, B-A-C-K-I-N-G, espace T-R-A-C-K, puis tu joues avec, pour voir si ça sonne bien. On continue. Ici, tu avais la fin de cette boîte-là qui fait penser un peu à cette forme-là ici. OK? On commence ici. Tu vas avoir 3 frettes d'espace. On se déplace pour 2 frettes d'espace. 2 frettes d'espace. 2 frettes. 3 frettes d'espace.
et 3 frais d'espace. Pour... Et finalement, la dernière boîte pentatonique, André. Tu sais, j'espère que tu sais que le sol qui est ici, il y a un autre sol ici, c'est l'octave, tout simplement. OK? Et tu sais qu'il se termine avec une ligne droite, puisque ta première gamme commençait avec une ligne droite ici. Ta dernière va finir avec une ligne droite. Donc, tu sais qu'elle termine avec une ligne droite, et tu connais la fin de la forme de la gamme, puisque tu viens de la faire dans la gamme précédente. Alors, quand tu additionnes les deux sources de savoir que tu as, OK? Et ça recommence avec ta première boîte. Tout simplement. Alors ça, c'est la version rapide des 5 boîtes pentatoniques. J'espère que ça t'aide, j'espère que tu as bien compris. Mais si c'était trop rapide ou trop lent, je ne sais pas tu es à quel niveau, mais je vais faire une série là, en détail avec toutes les tonalités pour ça, pour que les gens comprennent ça, parce qu'il y en a qui ne savent pas trop ce que ça va avec ça. Alors, keep on rocking, André. Ensuite, on a Bruno Derling. J'ai Derling ici, mais il me semble que c'était Berling, je suis pas sûr. Désolé Bruno si je scrape ton nom. Lui, il veut savoir pour le country. Bruno! Yes! Country à la guitare, c'est le fun, ça fait peur. Et ce que tu vas avoir besoin, c'est des gammes majeures pentatoniques. En plus de mineurs pentatoniques, et tous les accords, j'espère que tu as bien suivi. Mais en plus, tu as besoin de beaucoup de bends et des techniques spéciales de la main droite. Je pourrais t'en montrer plusieurs. Allons-y par le classique. Tu as besoin du bend. OK. Allons-y en sol majeur. OK, une chanson country normale, sol majeur. OK, sur le sol. Un truc très courant. On prend la quinte qui est ici, sous ton doigt. OK. Et la seconde. La seconde, ça se peut que tu la vois pas bien, mais tu sais que la tierce est ici par contre. Puisque ça, c'est la note ici. On est en sol. Ça, c'est la note ici. Tu sais que c'est la corde ouverte. C'est la même note. Ou tu sais aussi dans mes vidéos, parce que je pense que tu en as suivi plusieurs, que ça, c'est un sol aussi, en forme de mi. On prend la tierce ici. Alors, ce qui est très courant en guitare country, c'est de prendre la seconde et la plier jusqu'à ce qu'elle sonne comme la tierce. OK? Commence par ça. OK? Si c'est facile pour toi. Alors, tu peux prendre les deux notes ici, qui sont la tonique et la quinte en sol. Tu prends la seconde et tu la plies jusqu'à ce qu'elle sonne comme ceci. Donc ça sonne comme... Ça va terminer comme ça. OK? Le truc, c'est que tu peux prendre jusqu'à 3 doigts sur la corde pour avoir de la force. Et tu ne forces pas avec ton doigt vraiment. Tu forces avec la force de ton bras et ton coude qui lève. Et ton doigt, il subit la force pour l'induire à la corde. Alors c'est la force du bras, du poignet et de la main transférée par le doigt dans la corde. OK? La corde se doit de continuer de peser contre le bois. Le doigt se doit de continuer de peser contre le bois. Good God. Pendant ce temps-là, tu peux avoir deux notes qui résonnent. OK? Après ça fait juste très courant. Alors, si tu veux te pratiquer quelque chose de facile, ça serait, disons, tu peux prendre Sol, Do, Ré, poursuivre Sol, tu peux suivre les accords comme ça. Comme rappel visuel, j'espère que tu voyais bien que ça c'est Do ici.
OK? Comme ça, Do ici. Et que le Ré ici, à la 10e fret, c'est la même technique appliquée à différents accords. Commence par ça, puis laisse-moi savoir si c'est trop facile ou trop simple. On va y aller. C'est quelque chose que j'aimerais faire éventuellement des cours de guitare country. Mais il y a tellement de stock à savoir, il faut que les bases soient solides, les fondamentales, sinon ça devient difficile à suivre. Alright? On se tient au courant? Ok, allons-y pour les questions anonymes sur mon site, ma belle gang de malades. Ok. J'ai quelqu'un ici qui veut savoir jouer tous les styles. Tabarouette. Jouer tous les styles. Bonne chance. C'est très faisable. Ça va te demander de savoir. Première chose, c'est quoi les idiosyncrasies. Je sais pas si c'est un mot en français. En anglais, c'est idiosyncrasies. Les clichés. Commence par apprendre les clichés de chaque style. OK? Non pas les apprendre par cœur, mais les apprendre d'une façon à ce que tu puisses les reverse engineer. En français, ça serait que tu comprennes qu'est-ce qui se passe. Exemple, si tu apprends, on va dire un lick. Je vais en inventer un de base. Là. Mettons, tu prends... Mettons ça. Bon, il faut que tu saches, sous tes doigts, que tu as on est en La, tu as une quinte et une tierce. Là, tu fais comme un Ré basse La. OK? Que tu glisses jusqu'à la tierce. Puis là, que tu changes à majeur pentatonique avec une tierce mineure dedans. Et qu'on est en La. Donc, de connaître chacun des intervalles contenus dans chacun des licks que tu trouves cool, que tu aimes ou que tu aimerais reproduire, va te libérer à l'intérieur de ton cerveau, de ton être, pour être capable de transposer chacun de ces licks-là dans n'importe quel style, dans n'importe quel contexte. Un avantage qui est vraiment cool, c'est que ce que tu apprends dans un style peut te servir dans l'autre. Ton blues va informer tout ton rock, tout ton jazz, tout le reste. Ton rock va informer ton blues, va informer peut-être pas trop ton jazz, mais chacun des styles va t'informer dans d'autres. Je sais pas t'as quel âge, je sais pas t'es à quel niveau, mais décourage-toi pas, c'est un processus qui peut être long. Bonne chance. Alright? J'ai quelqu'un ici qui veut savoir les rythmiques des arpèges. Je comprends pas ce que tu veux dire. Rythmique arpège. Une erreur courante que je vois quand quelqu'un va faire des arpèges, il ne faut pas oublier qu'il y a certaines règles de base. OK? Si on prend une progression simple... Ah, tiens, mettons ça ici. Regardez ça. Une progression de base. Bon. OK? Le passage de la pulsation serait ici. J'imagine que vous sentez le son à travers la caméra. Ça serait de jouer la note de base, comme les accords, la note de base, la bass, sur le downbeat. La rythmique des arpèges, si on va faire, mettons... Une chose comme ça, par contre. Exemple. 3, 4, bass. Toutes les chansons qui ont ce genre de feeling-là dedans, ce qui se passe, c'est que la bass est jouée sur une pulsation et la prochaine pulsation reçoit la note la plus aiguë de l'arpégiation. Dans ce cas-ci, beat, beat, beat. Ok, ça sera une belle pratique. Et de garder les subdivisions rythmiques égales. Maintenant, si tu parles de sweep, c'est la même chose, accéléré. Mettons, les gars qui pratiquent ça super vite dans le métal, en fou raide. C'est le même principe, c'est de garder les subdivisions des arpèges, subdivisions rythmiques exactement pareil. Et ce qui est difficile, puisque c'est souvent fait en sweep picking, ce qui est difficile, c'est de ne pas aller trop vite. Par exemple, on peut faire...
On va juste se sweeper comme ça. Des fois aussi, souvent dans les arpèges, il faut inclure un hammer-on ou un pull-off. Dans ce cas-ci, hammer-on, sweep, sweep. On change de direction de pick, pull-off, sweep, sweep, pull-off. Okay? Une façon de pratiquer ça, des fois, je sais pas si tu fais du métal ou quoi que ce soit, les gars vont pratiquer souvent des arpèges diminués. Un fingering qui est cool, ça serait... celui-là se fait plutôt bien. Ou bien... moi j'aime mieux lui. Tu vas sur ta corde de sol, tu prends n'importe quelle note. On va commencer ici, mettons en troisième fret. Tu piques avec un hammer-on. Pogne une tierce mineure plus haut, une tierce mineure plus haut et une tierce mineure plus haut. OK. Ce qui est cool avec les arpèges diminués, c'est qu'ils sont symétriques. Alors, tu peux monter exactement de 3 frettes et continuer. Donc, visuellement, quand tu es ici, tu vas aller mettre ton index où est ton prochain doigt. Ah, ça pourrait être cool, j'espère que ça t'aide. En suivant, qu'est-ce qu'on a ici? Faire bien sonner un rythme. Yeah, man, ou lady, je sais pas c'est qui. Faire bien sonner un rythme. Ça n'a pas rapport avec la guitare. Faire bien sonner un rythme, c'est interne, comme science ou comme feeling. Alors, si tu as de la difficulté avec un passage rythmique, mets la guitare de côté, fais-le avec ta bouche ou avec ta main sur ta cuisse. OK? Sache que chaque beat est essentiellement un boom et un pack. Boom, pack, boom, pack, boom, boom, pack, boom, boom, pack, boom, pack. Ou des variations de ça, OK? Ça, c'est le truc. Si tu fais référence à comment jouer le pic sur le rythme et tu le ressens bien, ça, c'est une autre histoire. Je pense que j'en ai parlé tout à l'heure avec Fabienne, je crois. C'est de séparer les notes de bass des aigus. Mettons un beat de drum. On pourrait avoir dans le fond, ça serait comme boom, pack, boom, pack, boom, boom, pack, boom, 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 boom. Là, tu peux rajouter des notes si tu veux. OK? Ça peut être un bon départ pour bien faire sonner les rythmes. Ce qu'on a ici, main droite. On a déjà parlé avec Fabienne. J'espère que ça t'aide, la personne qui veut savoir ça. Les gammes. Ben oui, les gammes. On a besoin des gammes. Je pense faire une série au complet sur les gammes et les modes. Première chose à savoir sur les gammes, c'est que la gamme de Do, ce n'est pas ceci. OK? La gamme de Do, elle commence ici et elle se termine là. Et si le manche était plus long, elle serait plus longue aussi. La gamme de Ré, elle commence ici et elle finit ici. La gamme de Sol, elle commence ici et elle finit ici. Ça, c'est la première chose à savoir. OK? Pour les gammes aussi, dépendamment du style, on va les jouer de différentes façons. Et on peut jouer les gammes à 2 notes par corde ou à 3 notes par corde. OK? Fait que si tu fais du métal ou des styles de musique hyper techniques où il faut jouer très rapidement, la plupart du temps, les gars et les filles vont jouer les gammes à 3 notes par corde. Un exemple, on prend la gamme de Sol. On va jouer... On sait que dans la gamme de Sol, on a juste besoin d'un Fa dièse. Le reste, c'est comme une gamme de Do principalement. Commencer sur le Sol ici. On va faire 3 notes par corde. On va faire Sol, La, Si. Do, Ré, Mi sur la prochaine corde. Fa dièse, Sol. La sur la prochaine corde.
si, do, ré, mi, fa dièse, sol, la, si, do. À 3 notes par corde, ça fait penser à ceci. OK? Là, maintenant, ce que tu fais, si tu veux jouer vite, mais tu te pratiques à jouer ça en fou, à des vitesses de fou. Un des trucs, c'est que tu prends ton pick, quand tu as 3 notes par corde, pour faire du economy picking. Alors, tu vas jouer, regarde le pick, si tu vas faire down, up, down, et là, tu es prêt pour la prochaine corde. Down, up, down, down, up, down, down, up, down, down, up. De l'inverse, pour revenir, on va faire up, down, up, 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 up, down, up. Et tu pratiques ça comme ça des heures et des heures. Alright, pour ton economy picking. Maintenant, si tu veux utiliser les gammes dans un contexte funk, blues, old school rock et compagnie, on a plus l'approche à 2 notes par corde. Aussi, les gens qui font beaucoup de lecture à vue, c'est l'approche 2 notes par corde pour les gammes. On prend la même gamme de sol. On va s'en tenir en restant en position plutôt que se déplacer comme dans l'autre système à 3 notes par corde. On peut commencer avec sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol. OK, ça serait le début des gammes, mais je pense faire une série de toutes les gammes, toutes les modes au complet. Tu vas être écœuré d'en entendre parler quand j'aurai fini avec toi, si j'ai le temps de faire tout ce que je pense faire. Alright? J'apprends beaucoup de théorie, mais après, en pratique, j'ai l'impression que je ne sais rien faire. Je sympathise avec toi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait... regarde mon vidéo, je ne sais pas c'est quand qui va être posté. Ça va s'appeler quelque chose comme... théorie musicale appliquée, le fun, ou théorie moins plate, ou je ne sais pas encore le nom, pour apprendre justement comment appliquer les théories des gammes et des arpèges et tout le reste, mais dans des contextes de groove et de chansons spécifiques. J'espère que ça peut t'aider. Le rythme, je connais les patterns, mais je ne sais jamais si je suis sur le 1, le 2, le 3 ou le 4 de la... Ah, je ne sais même pas si ça tient sur un des mesures. Ça pour t'aider, là. Tu sais pas il est où le 1 ou le 2 ou le 3 ou le 4. OK. Dans ton mind, à l'intérieur de toi pendant que tu joues, dédie au moins 50% de ton CPU, 50% de ton processing power à l'écoute active ou la sensation de la pulsation, surtout le 1. Le 2, 3, 4, pas grave. Faut jamais que tu perdes le 1. OK? Au début, c'est très difficile, ça peut être difficile pendant que tu joues, mais aussitôt que tu as des pauses dans ce que tu fais. OK? Exemple, OK, disons que tu joues, je sais pas moi, on va faire ça. Fais un exemple. Mettons, tu fais... Quand je jouais ça, est-ce que tu avais un semblant de passage du temps? Peut-être que oui. C'était peut-être un peu facile parce qu'il n'y avait presque pas de pause. Je vais mettre des longues pauses maintenant et dis-moi si tu as le même espèce de feeling de passage du temps. Pendant les longues notes, exemple, pendant ces longues notes-là, il faut résister à la tentation de partir à flotter et essayer de garder même les notes qui résonnent dans le temps. Les silences, les garder dans le temps. Et je te dirais que le 50% de ton mind qui est dédié, qui est attribué au feeling de la pulsation
de la musique, 80% de ça, la majorité de ton focus serait sur le 1. OK? 1, 2, 3, 4, 1. OK? Maintenant, le problème, si tu écoutes de la musique quand tu es en véhicule, quand tu te promènes, ou quand tu es à l'épicerie et il y a de la musique qui joue, est-ce que tu sais il est où le 1 dans n'importe quelle chanson en moins de 3 secondes? T'entends, dès que la chanson part, est-ce que tu sais il est où le 1? Si oui, t'es guéri. Ce n'est qu'une question de temps avant que ça se répercute dans ton playing. Sinon, ça devient ta priorité. Va faire l'épicerie, marche dans la vie, écoute, quand tu écoutes la télévision et il y a une publicité, la musique de la publicité, il faut que tu saches où le 1. Quand tu écoutes la radio, il faut que tu saches où le 1. Quand tu écoutes un film et pendant le film, il y a une musique qui joue dans un véhicule qui passe pendant le film, il faut que tu saches où le 1. Ça devient ta priorité. Puisque c'est difficile de bâtir quelque chose de solide si la fondation rythmique n'est pas solide. Alright? Bonne chance avec ça. Comment assouplir les doigts de la main gauche? Bonne question. Assouplir les doigts de la main gauche. Assouplir des exercices d'étirement. Il y en a 800. J'ai même déjà fait un DVD moi, sur comment étirer les mains et tout ça. Là, je ne l'ai plus. Je ne sais même plus où il est. Il ne reste plus de copie. Je pense que je l'ai dans une boîte à quelque part. Alors, sur YouTube, tu peux trouver ça par des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, un paquet d'affaires. Tape Repetitive Strain Injury Exercises. Moi, je cherche en anglais tout le temps, en français, je ne sais pas comment trouver ça. Exercices répétitifs, exercices pour les mains, travail répétitif. Mais à la guitare, voici comment ça fonctionne. Avant de commencer à jouer, ça prend 3 minutes. Ok, tu prends ton premier doigt, tu le mets sur la première frette. Deuxième doigt, deuxième frette. Troisième doigt, troisième frette. Quatrième doigt, quatrième frette. Et on change de corde. Tout simplement. Fais juste ça. Quand tu arrives au bout, on déplace de une frette et on va en reculant. 4, 3, 2, 1. Quand on va arriver au bout, on se déplace d'une frette et on change de direction. Et ainsi de suite. Tu montes ça comme ça jusqu'à la 12e frette. Jusqu'ici, aller-retour. Après ça, tu vas pas pire réchauffer. Ça, c'est un bon réchauffement. Sinon, apprendre des gammes, c'est plate, mais ça fait un bel exercice de réchauffement avant de commencer à jouer. Ça peut être une bonne idée. Puis j'ai une série qui s'en vient sur les gammes. Alright? N'avance pas. Je sais c'est quoi. Regarde mon vidéo sur pourquoi on se décourage et comment rester motivé. Quand on n'avance pas, des fois, on est dans un plateau et il faut réaliser que les plateaux, des fois, c'est pour une bonne cause. Va regarder ces vidéos-là, ça va t'aider. Cool? L'impression de ne pas progresser. La même chose, on va voir la même vidéo. Quelque chose comme pourquoi on se décourage et comment rester motivé. Il y a 2 parties. Écoute ça, ça vaut la peine. Mal au pouce pour jouer barré et traduire des gammes en musique. Mal au pouce pour les barrés. Comme ça ici. Ok. Ça dépend, tu as mal où dans ton pouce, je te dirais. Ok. Quand on fait les accords barrés, comme ça ici, assure-toi d'avoir la guitare à la bonne hauteur. Première chose. Et une grave erreur que les gens font en jouer de la guitare, c'est qu'ils focusent leur attention sur le bout des doigts. Non, 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 non. Focus sur la mécanique. Si on exagère, juste jusqu'à la hanche. La hanche, le dos, l'épaule, le coude, le poignet et les doigts. Alors, regarde ta mécanique d'épaule et de coude pour commencer, ou de posture. Si tu es assis tout croche, ça peut être un facteur qui contribue. Si c'est un mal à l'intérieur de pince, si tu débutes, c'est juste une question de force. Ça, c'est comme aller au gym, faire des muscles, puis être, je sais pas comment vous dites ça en France, mais raqué le lendemain, on a mal aux muscles. Ça peut être juste ça. OK? Faire attention. Si c'est un sharp pain, ça serait un mal électrique ou des chocs, ça peut être nerveux. Voir un ostéopathe ou des gens comme ça, des professionnels pour s'occuper de tout ce qui est nerveux. OK? De tes mains et de ta santé. Et traduire les gammes en musique. Ouais,
Ça s'en vient. Ça fait référence à beaucoup. J'apprends beaucoup de théorie, mais je sais pas quoi faire en pratique, c'est ça. Les gammes, jouer les gammes, c'est quelque chose. Les traduire en musique, c'est une autre chose. Jouer avec des backing tracks, c'est cool. J'ai une série qui s'en vient sur les modes. Mais un truc que je pourrais te donner, c'est prendre une gamme au hasard. On va prendre la gamme de Do. Mettons, on va prendre Do. Ok, juste la gamme de Do. Je prends ça ici. La gamme de Do, là. Et pour faire de la musique avec ça, essaie de créer des phrases. Comme quand on parle, comme en langage. OK? Alors, comme ici. Tu vois, je chante la note avant de la jouer. Donc, de prendre connaissance, pas obligé de chanter, mais au moins essayer d'y penser. Prendre connaissance de la sonorité des notes et des intervalles entre les notes en les chantant, idéalement en même temps ou un petit peu d'avance avant de les jouer. Ça va te donner un espèce de sentiment de mouvement pour commencer à créer de la musique avec des gammes, sinon je sais que ça peut être plat. J'espère que ça peut t'aider. Ah, peut-être quelque chose d'autre avec ça, ça serait prendre une gamme que tu connais, ok? On prend Do par exemple, et joue des improvise des chansons pour enfants de mémoire. Bonne fête, Petit Papa Noël, n'importe quelle chanson facile que tu connais et essaye de trouver ces chansons-là à l'oreille à l'intérieur d'une gamme. Ça pourrait peut-être t'aider beaucoup à ne pas juste jouer des gammes up and down sans aucune implication émotionnelle ou sans musicalité, quoi que ce soit. Cool? Qu'est-ce qu'on a ici? Passage des accords à manque de fluidité. Le passage... ok. Passage des accords. Là, le truc pour passer d'un accord à l'autre de façon fluide, ça s'appelle, j'ai inventé ça, en blague, la pièce de théâtre du changement d'accord. La pièce de théâtre, mettons, tu es sur ton accord de Do et tu veux aller sur un accord de Sol. OK? Tu as une pièce de théâtre avec 4 acteurs. OK? Acteur numéro 1 est ici. Acteur numéro 2, acteur numéro 3, acteur numéro 4 est hors scène. OK? Il faut que ton cerveau sache, dans la scène, qui s'appelle passer d'un accord Sol, ça ici, il faut que ton cerveau sache qu'est-ce que chaque acteur doit faire dans la scène. Donc lui, son rôle, c'est de partir d'ici et de marcher ou s'en aller jusque-là. Lui, son rôle, c'est d'arriver de derrière de scène et se positionner en même temps. Pouf! OK? Lui, son rôle, c'est de faire ce mouvement-là. Et lui, son rôle, c'est de faire ce mouvement-là. Alors, quand tu as bien compris au ralenti chacun des mouvements qui sont nécessaires au passage d'un accord à l'autre, tu vas les faire. Naturellement, la plupart des gens, tu vas remarquer qu'il y a comme une séquence. La plupart des gens vont faire, exemple, étape 1, étape 2. Ou étape 1, étape 2. Il va y avoir un genre d'étape. Ça va se grouper en étapes. Aussitôt que tu as remarqué ce phénomène-là d'étape, tu le fais à l'envers. Si pour toi c'est étape 1, étape 2, tu vas faire étape 1, étape 2. Faire exprès pour tricker ton cerveau. Je ne sais pas si c'est un mot en français. Jouer un tour, faire du aikido, du aikijutsu à ton cerveau pour le faire à l'envers. Tout simplement. Et ensuite, d'atterrir sans étape. Juste que ça se fasse ensemble, de mouvements fluides tout ensemble. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est si tu n'es juste pas capable. Beaucoup de gens aussi, ce qu'ils voient, ça marche pour même des accords complexes de jazz, des espèces d'accords de fou. C'est qu'on n'a pas une bonne représentation interne visuelle de l'accord. Donc, on prend Do majeur 7. OK? Je suis en Do majeur 7.
puis je veux m'en aller en La mineur 7 bémol 5. Exemple. OK? Ça serait stupide, mais c'est juste pour vous montrer l'idée. Moi, j'ai une représentation interne visuelle que, sans regarder, sans aucun doigt, je suis capable de m'imaginer comme des doigts imaginaires qui sont positionnés comme ceci. OK? Alors, j'ai comme une image ici que je peux imaginer avec un manche de guitare et mes doigts positionnés ici, et ça s'appelle La mineur 7 bémol 5. Je vois chacun des doigts où ils sont positionnés. Cette image que j'ai en moi, je la projette sur mon manche de guitare. OK? Un coup qu'elle est projetée sur mon manche, je vais mettre mes doigts dans l'hologramme qui a été projeté. Donc, une belle façon de créer des hologrammes ou des accords, on pèse sur l'accord qu'on veut brûler dans notre mémoire. Un coup qu'on est bien placé, on pèse extrêmement fort, stupidement fort, comme un épais, vraiment trop fort. Et pendant qu'on pèse fort, on fait comme en cligner des yeux, on fait semblant qu'on prend une photo. Et on la store dans notre mémoire. Ensuite, on met la main sur la cuisse. On ferme les yeux et on projette. Quand on voit bien l'image, on ouvre les yeux et on projette l'image comme un projecteur, comme un hologramme. Et ensuite, on va mettre nos doigts dans l'hologramme. La main sur la cuisse, la main dans l'hologramme. La main sur la cuisse, la main dans l'hologramme. Tout simplement. Le jeu de la cuisse que j'appelle. Et le prochain accord. On fait ça avec les accords qu'on veut. Et maintenant, quand on est, mettons, sur l'accord de Do, on projette l'accord de Sol et quand on le voit bien, on va mettre nos doigts dans l'hologramme. Et à ce moment-là, on laisse le cerveau lui-même déterminer quels doigts vont en premier. Mais nous, on maintient l'hologramme en place et le cerveau s'occupe des détails de quels doigts il va en premier. C'est les deux meilleurs trucs que j'ai pour les débutants qui veulent apprendre à changer des accords. Ou même si tu es avancé, tu peux utiliser ce truc-là. S'il y a quelque chose qu'on ne voit pas bien sur le manche, c'est parce qu'on ne le voit pas bien dans nos images internes et on peut les clarifier comme ça. Cool! Bien trouver la bonne corde à jouer. Je sais pas ce que tu veux dire. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Bien trouver la bonne corde à jouer dans du picking. Comme ça. Ou ça peut vouloir dire bien trouver la bonne corde à jouer pour jouer la même chose. Souvent, à la guitare, on peut jouer, disons... je peux jouer la même chose à 4 places différentes. OK? Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Si c'est dans un contexte de picking, de mélodie, ça fait référence à la main droite de Fabienne. On parle au début, c'est si tu veux que chaque doigt soit attribué une certaine corde. Et quand chaque doigt est attribué une certaine corde et que ta main touche à la guitare, l'intelligence innée de la mémoire musculaire de ta main va se souvenir du feeling de c'est où et ça va devenir un peu sur autopilote. Si c'est savoir quelle corde jouer en fonction de où jouer la même mélodie sur différentes places, là ça va dépendre comme au pool. Tu joues ton coup en prévision de la prochaine shot que tu veux faire. En présupposant que tu vas rentrer la balle et tu vas être placé pour la prochaine. Alors, puisqu'à la guitare, on peut jouer la même chose de 1, 2, 3, 4, 5, 8 façons différentes souvent, on joue en fonction d'être bien préparé pour la prochaine lick ou la prochaine approche ou la prochaine chose qu'il faut faire. Parce qu'au début, je me souviens, ce qui est difficile, c'est on est capable de jouer ce qu'on veut jouer, mais ça prend du temps pour se placer. Alors, il faut toujours penser au placement de ce qui s'en vient. Alors, on prend le futur et on l'intègre au présent pour être capable de bien vivre le futur. J'espère que ça t'aide beaucoup. Vibrato. Oh! Ben oui, vibrato. OK. Ça, c'est tellement important. Tu as deux sortes de vibrato, mettons, on va dire. Tu as le vibrato sur une corde stable, non bendée, OK?
Et le vibrato sur une corde bendée. Il y en a deux sortes. Le vibrato sur une corde stable, le plus important pour le tuning, l'intonation, c'est de s'assurer qu'à chaque fois que quand tu sortes de ton twisting motion, c'est de revenir la corde au centre. Ce qui se passe, c'est que la corde fait un peu comme ceci au ralenti. C'est ça qui se passe, ok? Pour bien sonner avec le reste du band ou l'album ou quoi que ce soit, il faut que entre chaque bend, que la corde revienne sur son axe principal et non comme ceci. Ok? Puisque ça va sonner faux avec le band. Ça, c'est une des premières choses. Ok? Non. Oui. Première chose. Tu peux te pratiquer, tu as le vibrato lent. Vibrato circulaire. Vibrato de côté, il y en a qui font ça de même. Vibrato rapide. Vibrato exagéré. Comme dans le métal ou tout ça, ok? T'en as plusieurs sortes. Et ça, c'est quelque chose qui vaut la peine de passer du temps en transe, bien relax, à vraiment le faire sonner comme tu l'entends, comme tu le veux. C'est quelque chose qui est très satisfaisant quand tu... Yes! C'est exactement le même que je voulais. Tu peux timer ton vibrato avec la chanson, tu peux timer ton vibrato contre le beat de la chanson, il y a plein de choses à faire. Expérimente beaucoup avec ça. Deuxième chose, le vibrato quand c'est bendé. Quand on bend, j'ai quelque chose ici, bon, on va prendre ça. Disons que ça c'est une note qu'on veut bender, ok? Je vais partir d'ici et je veux bender jusqu'à cette note-là. Ok? On me suit? Le milieu de cette note-là ici, qui est une note bendée, serait le centre de la note. Ça, c'est la note qui sonne flat, la note qui sonne sharp, ou la prochaine ou la note suivante. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut bender jusqu'au centre de la note, et au centre de la note, on veut vibratoer, le verbe vibrato, tout le monde connaît ça, hein? On veut vibratoer autour de la note, et non pas en bas ou non pas au-dessus. Très, très, très important. Et les vibratos qui sont bendés, qui sonnent juste versus faux, est un des premiers signes d'amateur à professionnel ou de, tu sais, comme c'est pas le fun écouter jouer versus c'est le fun. C'est une des premières choses. Exemple, tu vas prendre, mettons ton ré. On va prendre, tiens, ça c'est un do, ça c'est un ré. Donc, on a la tonalité de ré, on s'imagine cette note-là. Tu as ça en tête, ok? Tu vas bender celle-là ici, jusqu'au son de la note ré, et à partir d'ici, tu vas faire ton vibrato. Et non pas ou non. Alright. Si tu regardes ici, tu me vois aussi muter les cordes. Je ramasse ça ici pour empêcher les autres de vibrer. Le push couvre tout le reste. Et n'importe quel autre doigt couvre la petite, puisque je joue celle-là. Alright? Ça, c'est pour la justesse du vibrato. Je voulais dire quelque chose d'autre, je l'ai oublié. Je m'en souviens plus. J'ai oublié, si ça me revient. Mais j'ai sûrement d'autres questions qui vont venir là-dessus et on va y revenir. Alright? Keep on rocking. Passage du classique au blues moderne. Oh là 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 là. Là, je ne sais pas à quel niveau tu joues de la musique classique. Est-ce que c'est professionnel ou est-ce que c'est amateur? J'ai besoin d'un métronome. Un métronome ici. Ok. Moi, j'ai joué avec... j'ai des musiciens classiques qui sont venus jouer sur deux musiciens classiques qui sont venus jouer sur deux de mes albums.
Et j'ai joué avec un professionnel musicien classique comme ça, qui a fait des partitions pour nous. Et j'ai souvent pensé aussi à pourquoi les musiciens classiques versus les musiciens de funk ou de blues ou de rock, le time feel est totalement différent, la façon qu'on ressent le temps. J'ai regardé un reportage là-dessus sur YouTube dernièrement, je me souviens plus, quelqu'un qui expliquait que les musiciens classiques ont un rythme à l'œil pour suivre un directeur, alors que les autres styles de musique contemporains populaires, on a une internalisation du sens du rythme, que c'est un feeling, on peut jouer les yeux fermés, on ne va pas se fier sur quelqu'un d'autre, puisque des fois les orchestres étaient tellement grands qu'entre les deux, il peut y avoir des distorsions de temps, c'est pour ça qu'ils se fiaient à l'œil, puisque la vitesse de la lumière est plus rapide que la vitesse du son. Bon. Exemple. Bon. Mais si tu me parles de ça dans un contexte comme l'autre personne, peut-être du vibrato, il faut que ça arrache plus. Je sais pas quel. Tu sais, en musique classique, tu as allegro, legato, fortissimo. Je sais pas quel. S'il y a un mot qui s'appelle bluesissimo ou bluedio, tu sais, c'est plus de peine, plus de rage, plus de hargne, plus de. Il faut l'en donner. Il faut en mettre. On peut pas jouer ça sur le bout des doigts. C'est un peu moins beau, c'est un peu moins poli, c'est plus raw. R-A-W. Raw, ça veut dire cru. En partant en termes de feeling, de comment jouer. Ça serait écrit sur la feuille, ça serait écrit moins beau, plus cru. En termes de style. Bon. En termes de time feel, quelque chose qu'on fait. Si je te fais jouer, disons, fais jouer ça. Attends un peu, c'est trop rapide là. Là, tu le tapes. Je fais jouer ceci. Ça se peut que tu y penses comme étant 2, 3, 4, 1, 2. OK? La première chose à pratiquer avec un métronome pour filer le bon swing ou le bon blues, ça serait de prendre un métronome, même un peu plus lent, là, et d'interpréter à l'intérieur de toi ceci comme étant le 2 et le 4 d'une mesure de 4-4. Pense à ça comme étant le snare d'un beat. Pa, 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 pa. Swing-le. Pa, 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 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pensez à ça comme étant le 2 et le 4. Ça serait un bon exercice de départ. Et aussi, j'ai jamais joué de musique classique personnellement, mais la plupart du blues est triplet based, en triolet. Qui vient de... Ce sont des triolets. Des triolets plutôt stricts, qu'on ne joue pas le deuxième subdivision de triolet. Donc, les tri, ok, ça serait une belle façon de faire. Tu as aussi du blues qui est straight. Plus style blues funk. Ou bien. Tu as des blues style de même. Mais la plupart, c'est triplet based. Et dans le slow blues, si tu as des bonnes notions harmoniques un peu plus complexes, harmoniques mineures, etc., les accords 13e et tout ça, tu pourrais t'en servir à bon escient dans les blues mineurs, puisque la progression, souvent, c'est, mettons, un 1, 4 mineur, 1 mineur, blablabla. Et le turnaround, souvent, tu vas sur je sais pas qu'est-ce que tu connais là, mais un flat 6, un accord 13e si tu veux, sur le 6e degré, une
une 6 mineure. Sur le 5, tu peux avoir un 7 dièse 9 ou 7 bémol 9. La mineur, ensuite le 1. Et sur le 5, tu peux avoir un accord augmenté souvent. Alors là, tu pourrais utiliser ce que tu sais probablement qui est une conception harmonique plus sophistiquée que la plupart des bluesmen ou des blues ladies. Ça pourrait te servir. Mais définitivement, le rythme et le rawness, ça serait peut-être les premières choses que je focus, parce que c'est ce que j'ai remarqué que les musiciens classiques qui jouaient, c'était comme trop poli, trop doux, trop beau, trop à sa place. Tu prennes plus de place. OK? Pour le blues. Bonne chance. Solo, repère des notes sur la guitare et le passage d'une gamme à l'autre pour les solos. Ouais. Le repère des notes, ça c'est les octaves. Si tu as tes octaves, ça devrait être guéri. Ton solo est en la, son où tout est là. Faut que tu saches tout. Je suis rendu faux. J'ai trop bendé, je suis rendu faux. Donc, tes octaves, ça c'est la première chose pour tes repères. Maintenant, chacun de tes licks, tu peux les grouper à l'intérieur de chacun des octaves. C'est un lick qui fait... disons, ça fait... tu sais que ton light ici, tu viens ici. La même affaire, tu comprends ça. Pour te déplacer. Maintenant, changer de gamme à l'intérieur du solo, ça dépend si tu veux dire changer de gamme pour suivre les accords ou juste changer de gamme. Exemple, tu vas passer de la mineur pentatonique, on va dire, à harmonique mineure. OK? Dans les deux cas, ça serait le même focus de te fier sur tes repères d'octave. Mais pour tes gammes aussi, ça prend des repères de savoir chacun des intervalles. Et ça, c'est la chose que je cherche à enseigner, man. Moi, j'avais trouvé un petit cahier jaune, lettre, je ne le trouve plus, avec des dessins mal faits, en noir, des relations, disons une relation une sixte, mettons. Si ça c'est un La, mais c'est une sixte. C'est ici. OK? Une sixte, c'est où par rapport à ça? Connaître les sixtes mineurs, puis t'avais aussi les tierces. J'ai capoté, ça a changé ma vie. Là, je suis en train d'essayer de une façon de montrer tous les intervalles dans une vidéo qui est pas trop longue, qui prend pas 6 ans à regarder. Donc, si tu veux prendre de l'avance, il faut que tu saches ils sont où tes octaves à l'intérieur de chaque gamme. Pas juste à prendre une gamme comme ça, là, et faire ça de même, ça donne rien ça. Il faut que tu saches quel intervalle est contenu sous chacun de tes doigts. Et là, ça devient facile de changer de gamme, puisque souvent, il faut juste altérer 1 ou 2 degrés de gamme si on reste dans la même chose. Maintenant, si tu parles de quand on est en La, tu veux jouer La, puis quand on va en Ré, tu veux jouer Ré, mais à ce moment-là, il faut que tes repères ils switchent. Fait que quand tu es en La, puis tu penses La, tu vois tes octaves de La partout. Quand on switch en Ré, là tu viens de switcher tes repères à Ré partout. Et ça, il faut que ça se fasse à peu près à cette vitesse-là. Trouver chacun de tes repères. J'espère que ça t'aide. Bonne pratique. Puis ça, c'est tout dans mes vidéos gratuites. C'est déjà tout là. C'est dans le premier cours comment savoir vos notes en 7 jours pour toujours. Là, il faut télécharger vraiment rapidement. OK? Solfège. Oh là là. Ça n'a pas rapport avec la guitare, ça. Ça n'a aucun rapport avec la guitare. Pour le solfège, je ne sais pas si c'est un téléphone ou un iPad, mais sûrement 150 applications qui vont t'aider avec le solfège. Les applications d'iPad et d'iPhone, c'est le fun en break ou pendant on mange, de jouer des exercices de même. Il y en a pour les gammes, il y en a pour le solfège, il y en a pour le rythme. Ça te fait un rythme, puis il faut que tu le tapes. Ça te donne un feedback en temps réel. Je sais qu'il y a aussi une application que quand tu chantes des notes, elle te dit si tu es juste ou faux et même à quel point tu peux voir des repères visuels. Alors, tu vas être capable d'identifier, OK, je vois que là, je chante pas assez haut, il y a un certain feeling et quand la note pogne, il y a une sensation qui peut se déclencher.
Ce qui fait que tu vas être capable de te fier à l'oreille et aux sensations internes pour savoir quand tu chantes juste ça. Ça pourrait être cool pour le solfège. Ça serait pas mal la même chose à faire avec des applications pour ça. Ça devrait être gratuit ou 1 $. Bonne chance. Une progression intelligente. Une progression intelligente. Le meilleur que j'ai pu trouver, c'est ce que je suis en train d'essayer de mettre sur pied, c'est il y a un fond commun. Peu importe, quand tu veux faire du jazz fusion, du jazz manouche, du deathcore brutal punk, ou du hardcore metal, ou du blues, ou du ska, ou du reggae, peu importe quel style tu veux t'en aller dedans, il y a un fond commun de choses à savoir de base. La progression intelligente, ça serait vraiment de savoir exactement tout ce qu'il y a à savoir là-dedans. J'ai une feuille sur mon site dans la section Download qui s'appelle « Tout ce que vous avez besoin de savoir pour débutants ». Commence par cette feuille-là. Tous les accords de base, les pentatoniques, d'autres choses qui sont... Les choses que, peu importe quel style tu vas jouer, il faut que tu saches ça à l'envers, à l'endroit, de façon facile. Puisque ça, oui, ça va peut-être être un peu plus long avant de partir dans la direction de ce que tu veux tout de suite. Mais ça va faire en sorte que tu vas aller plus vite sur l'autoroute de la réalisation de ce désir-là, que plutôt que d'aller par les petits chemins de campagne, parce que bon, il faut que tu apprennes des choses au fur et à mesure. Alors, il y a quelqu'un qui me parlait au début justement d'apprendre à jouer tous les styles. Mais la progression intelligente pour jouer tous les styles, ça serait justement de s'assurer que la base est vraiment ferme. Alors, moi, j'ai des étudiants en privé qui peuvent jouer des solos de Slash, Metallica, tout ça, au complet, là. OK? Mais appris par cœur. Ou je les ai montrés juste de même, mais ils peuvent pas jouer Do, puis Ré mineur 7. Ils peuvent pas faire des accords de base de façon rapide parce qu'ils ont passé par-dessus. Donc là, ils arrivent qu'ils veulent jouer. Ils sont rendus super bons dans une certaine place. Là, ils arrivent pour jouer telle affaire. Ah! Puis là, il faut qu'ils recommencent au début à la base pour des affaires plates. Là, ils se sentent stupides. Ah, c'est trop plate, c'est enfantin, je suis meilleur que ça. Puis là, ils le font pas. Donc, ils se ramassent avec des lacunes. Ça peut être cool d'avoir des lacunes parce que ça peut développer un certain style. Il y a certains bands que ce qui font leur son, c'est les lacunes du guitariste ou du drummer. Ça peut être cool. Mais une progression intelligente, quelqu'un veut faire ça à long terme pour de vrai, ça serait vraiment focusé sur les bases au début, les mettre ça solide et élaborer à partir de ces bases-là. Aussi, progression intelligente, il faut que le mind sache des choses. Okay? La théorie, ça fait pas mal. Oui, c'est plate, mais quand on l'applique, c'est vraiment cool. Certaines choses qu'il faut que le mind il sache. Okay? Il faut aussi que les doigts soient capables de faire des choses. Il faut que les feelings soient capables aussi d'évaluer et comprendre le rythme. C'est d'avoir un bon dosage, parce que quand on sait trop de choses, et on n'est pas capable de l'appliquer, ça fait comme quelqu'un qui me parlait tout à l'heure, j'apprends beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que je ne peux rien faire. Personne m'en a parlé ici, mais il y a beaucoup des gens, des fois, c'est plus commun dans le blues. Les gars peuvent faire plein d'affaires, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc c'est un autre genre de limitation, mais les deux amènent la frustration. Donc avoir un beau mix entre ce que tu sais et ce que tes doigts sont capables de faire, de garder ça, s'en aller comme ça, en chevauchant. OK? Puis de faire en sorte qu'un trampoline l'autre pour s'attirer de plus en plus d'affaires cool que tu es capable de faire. J'espère que ça t'aide en termes de progression intelligente. Keep on rocking. Et une dernière question que j'ai ici, c'est ne pas savoir chanter en jouant. Ouais. Ça c'est quelque chose. Là, ce qui se passe, il y a deux phénomènes. Premièrement, ce que tu joues à la guitare, est-ce que c'est difficile pour toi? OK? Et ce que tu chantes, est-ce que c'est difficile pour toi? Donc, si tu joues quelque chose qui est difficile à jouer et difficile à chanter en même temps, ça va être très difficile. Idéalement, tu prends quelque chose qui est facile à jouer par lui-même et facile à chanter par lui-même et tu le combines ensemble. Ce que je dis, je cherche un capo pour te donner un exemple, attends un peu. Ce que je dis à mes étudiants souvent, c'est deux pratiques indépendantes.
Pratiquer à chanter sur le beat, c'est une pratique. Okay? Pratiquer à jouer sur le beat, c'est une pratique. Et ensuite, pratiquer à jouer et chanter, c'est une troisième pratique. C'est trois éléments distincts qu'il faut maîtriser. Okay? Ça, c'est la première chose. L'autre chose que tu peux faire, c'est comme tous les stars que tu vois à la télévision, c'est de simplifier le pattern rythmique que tu joues à la guitare quand ça vient le temps de chanter. Tu vois souvent du monde qui vont faire, exemple, Up in the wind and I was born to be a fiddler in an old time string band, my baby. Téléphone encore. On va répondre. Comme exemple, si tu prends ton strumming pattern ici, mettons. OK. Ça, c'est le strumming pattern complet. Puis là, tu chantes. Rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, hey, mama, rock me. Bon. Mettons, ça, c'est ensemble. Là, ce que tu peux faire, c'est que quand tu arrives au temps de chanter, mettons, tu fais comme ça. Tu peux simplifier. Rock me, mama. Attends un peu, faut que je pense à comment. Faut que je pense à comment te simplifier. Tu ferais. Rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey. OK? Donc, sur certaines phrases, tu peux omettre, enlever certains coups de pique pour que ça coordonne mieux avec ce que tu as à chanter au début si c'est trop difficile de les combiner ensemble. Ça peut être une belle façon facile de jouer. Tu vois ça souvent, tu as même beaucoup de chanteurs, ce qu'ils font, c'est que ils vont jouer. Là, ils chantent. Tu vois ce qu'ils font? Ils prennent une pause du strum. Ça a deux effets. Ça te permet de focusser sur ton chant. Ça te permet aussi qu'il y a moins de guitare qui résonne. Fait que les gens entendent mieux le chant aussi. C'est plus facile à faire. Ça laisse la place à d'autres instruments de prendre la place s'il y en a. Donc ça, j'espère que ça t'aide. Alors, c'était la réponse à toutes vos questions. Je vous prépare une surprise ce soir. Je m'en vais dans quelques minutes pour aller faire quelque chose, une entrevue avec quelqu'un de cool. Et puis, je vais essayer de faire ça peut-être une fois par mois pour répondre à toutes vos questions. Continuez de m'en envoyer sur le site et envoyez-moi vos réponses, vos questions, vos demandes directement ici sur YouTube, ici ou sur mes vidéos. Je check une fois par mois les commentaires et puis je vais faire quelque chose comme ça pour vous répondre puisque je déteste typer. Ah, j'aime pas ça, typer. Alors ça, c'est ma façon de répondre à vos questions sans avoir besoin de typer. Merci pour tous vos commentaires, c'est vraiment cool. Et puis, je vous appelle affectueusement ma belle gang de malades parce que vous êtes vraiment une belle gang de malades.